7h42 sur France Culture, suite des matins. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est une allocution qui fait la une de pratiquement tous vos journaux. Macron veut tourner la page sans changer de cap, explique par exemple Le Figaro. Ce lundi, le président va donc s'adresser aux Français à la télévision. Il souhaite, explique Le Figaro, tenter de relancer son mandat, sortir de la crise sociale et politique provoquée par la réforme des retraites. Comment expliquer cette portion de l'histoire donc de la Ve République? Que s'est-il passé? Comment les choses peuvent-elles se dérouler désormais? Pour en parler, nous sommes en compagnie tout d'abord du journaliste politique Ludovic Vigogne. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ludovic Vigogne, vous publiez Les 100 jours. Alors je dois dire que Les 100 jours, ça s'écrit SNS sur le titre donc de votre ouvrage. Vous expliquez les secrets d'un passage à vide et c'est aux éditions Bouquin. Et puis nous sommes également en duplex en compagnie de Léla de Comarmont. Bonjour Léla de Comarmont. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Échos, vous êtes spécialisé dans les questions syndicales et vous allez nous expliquer dans quelques instants, Léla de Comarmont, ce qui pourrait aujourd'hui suivre en matière donc de réaction syndicale et intersyndicale, puisque jusqu'ici le front syndical était uni. Mais auparavant, Ludovic Vigogne, que peut-on imaginer pour l'allocution d'Emmanuel Macron ce soir ? Alors, on le dit depuis quelques jours, il va tenter d'ouvrir une nouvelle page de son quinquennat. Il va le faire sans triomphalisme, même s'il a encaissé un gain important. Pour lui, l'adoption de cette réforme des retraites est un acquis. C'est un acquis à court terme parce que ça montre qu'il conserve quand même des marges de manœuvre alors que son quinquennat est extrêmement entravé depuis sa réélection et qu'il garde une capacité à réformer. Et puis, c'est un acquis à plus long terme parce que ce sera quand même un des éléments de son bilan. Ensuite, il va le faire sans triomphalisme parce que cette réforme a quand même laissé beaucoup de traces. Il y a eu un vrai sentiment de brutalité, un vrai sentiment d'injustice. Et donc, il va essayer d'essayer de retisser un lien avec les Français, de réparer le vivant. Et ça va se faire vraiment à petits pas. C'est pour cela que ce soir, il ne faut sans doute pas s'attendre à quelque chose de spectaculaire. La une de Libération est consacrée à un sondage Ludovic Vigogne qui explique qu'il y a donc aujourd'hui une rupture entre l'exécutif et les Français. Pour 76% des Français, ce sont des chiffres finalement qui sont assez cohérents avec ce que l'on a vu tout au long de cette période et de cette contestation de la réforme des retraites. La politique du président Emmanuel Macron est perçue comme autoritaire par plus d'un Français sur deux. C'est une situation qui est complexe pour l'exécutif. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il n'y aura pas de triomphalisme. Il faudra y aller pas à pas pour essayer de retisser le dialogue avec les Français. Le président va visiblement commencer une série de déplacements, le dialogue avec les partenaires sociaux, avec les corps intermédiaires. Mais il faudra beaucoup de temps, parce qu'on l'a vu, pour l'instant, ceux-ci ne sont pas tout à fait prêts encore à reprendre la discussion. Donc, il va falloir qu'il y aille pas à pas, modestement. Il ne peut plus y avoir de grands débats comme il y a eu au lendemain des Gilets jaunes. Aujourd'hui, il n'y aurait pas d'interlocuteur autour de la table pour échanger avec lui. Donc, il va vraiment falloir qu'il prenne son temps, qu'il envoie des signes. C'est pour ça, notamment, que vont être mis en avant ce soir les sujets de quotidien, la prise en compte des préoccupations premières des Français, l'inflation, l'école, la santé. C'est plutôt des sujets comme ça qui vont être à l'ordre du jour de l'exécutif, plutôt que des sujets qui pourraient tendre à nouveau les choses, comme une réforme du marché du travail ou des choses, ou l'immigration. Le livre que vous publiez, Les 100 jours, aux éditions Bouquin, Ludovic Vigogne, est intéressant à lire en ce moment parce qu'il se présente comme une forme de tragédie. C'est comme si finalement vous annonciez en germe ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Autrement dit, une réforme qui va jusqu'au bout, mais qui se fait avec un coût politique que je vous demanderai d'évaluer. Et dans ce livre, on trouve un conseiller informel, si j'ose dire. Il s'appelle Nicolas Sarkozy. Et vous expliquez que c'est lui qui, à l'automne 2020, conseille à Emmanuel Macron de repousser l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans
Parce que, dit-il dans une phrase que je vais vous demander de commenter, Nicolas Sarkozy aurait une maxime, et cette maxime dit la chose suivante: le contenu, c'est l'airbag de la personnalité. Oui, et Nicolas Sarkozy a toujours dit ça. Pour lui, pour éviter les flèches, pour détourner les flèches sur les critiques personnelles, il faut mettre des idées, essayer de disrupter un peu le débat. Et donc, c'est ce qu'il conseille à Emmanuel Macron au lendemain de la première crise sanitaire, dans la perspective de l'élection présidentielle, pour se relancer. Et donc, il lui conseille effectivement de repousser l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Emmanuel Macron avait dû renoncer à sa réforme du système des retraites. Hein. C'était une réforme bien différente de celle qui a vu le jour cette fois-ci. Ce n'était pas une réforme paramétrique, c'était vraiment une réforme systémique. Et Emmanuel Macron avait dû y renoncer en raison de la crise sanitaire. Nicolas Sarkozy lui conseille de remettre d'une manière différente le sujet à l'ordre du jour, aussi notamment parce que pour des questions budgétaires, on sait très bien que le quoi qu'il en coûte a eu d'énormes conséquences, et Nicolas Sarkozy pense aussi que c'est quelque chose qui plaira à l'électorat de droite dans la perspective de l'élection présidentielle. Mais alors, les choses ne se sont pas exactement passées comme tout le monde l'imaginait d'ailleurs, parce que certains observateurs en décembre estimaient que finalement cette réforme passerait sans trop de dégâts, ce qui ne s'est pas Tout à fait. déroulé. Il y avait même des ministres qui nous expliquaient qu'ils ne pensaient pas que la rue se rebellerait, se mobiliserait d'une telle manière. Ils pensaient que globalement, les Français voyaient bien ce qui se passait chez leurs voisins, que là-bas en Espagne, en Allemagne, la retraite était à 67, 68 ans, et que donc ils étaient prêts à cet effort-là. On a vu que non. On a vu donc que les choses, effectivement, se sont déroulées différemment. Dès lors, vous expliquez dans votre livre, Les 100 jours, Ludovic Vigogne, qu'il y a eu une forme de trou d'air après l'élection d'Emmanuel Macron, un flottement important dû à quoi ? Oui, il y a eu un passage à vide immédiat dès le lendemain de sa réélection. C'est un moment assez paradoxal parce que d'un côté, Emmanuel Macron entre dans l'histoire. Il parvient à être réélu, ce qui est un vrai exploit. Contrairement à François Mitterrand ou à Jacques Chirac, par exemple, il ne sort pas d'une période de cohabitation. Il avait les pleins pouvoirs. Donc c'est vraiment une première. Nicolas Sarkozy en 2012 ou Valéry Giscard d'Estaing en 1980, dans pareille situation, n'arrive pas à être réélu. Et en même temps, il connaît effectivement un passage à vide, un moment de flottement humain où il prend des choix stratégiques qui se révèlent mauvais, hasardeux, où il n'arrive pas à nommer la première ministre qu'il a initialement choisie, où il ne fait pas vraiment campagne pour les élections législatives, ce qui se retournera contre lui puisqu'il n'aura pas de majorité absolue, où son comportement désarçonnera, y compris ses plus proches. Voilà, c'est une période assez étonnante, un moment, une entame ratée qui explique, vous le disiez, pourquoi Emmanuel Macron est dans une situation aussi compliquée aujourd'hui. Avec une première ministre, mais pas celle à laquelle on s'attend, parce qu'on sait qui a été nommé, non pas Elisabeth Borne, mais vous expliquez finalement qu'Emmanuel Macron est allé très loin dans la nomination de Catherine Vautrin, au point même de lui suggérer de choisir des meubles pour son bureau. Oui, il lui a dit 4 jours avant la nomination d'Elisabeth Borne, le 16 mai, que ce serait elle pour Matignon. Catherine Vautrin, on peut rappeler qui c'est pour nos auditeurs, c'est la présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière à droite, qui a été ministre de Jacques Chirac, porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la primaire de 2016, qui était membre des Républicains jusqu'à 2021 et qui a rejoint Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle. Emmanuel Macron la connaît assez peu, mais elle correspond à la fiche de poste qu'il a dressée. C'est-à-dire, il veut quelqu'un qui a encore le profil un peu à la Castex. Une élue locale, d'abord il veut une femme, une élue locale et quelqu'un qui vient plutôt de la droite. Et donc son choix se porte sur Catherine Vautrin. Ils se verront 2 fois. Une première fois le 4 mai, pour lui dire, Emmanuel Macron la convoque pour lui dire qu'il songe à elle et lui demande de réfléchir à ce à quoi pourrait ressembler sur la forme son gouvernement. Et il la reconvoque une semaine plus tard, un long déjeuner dans le jardin de l'Élysée. Durant 3 heures, ils vont échanger sur l'architecture du gouvernement,
gouvernement, sur sa composition, sur la manière dont ils vont travailler ensemble. Et effectivement, à la fin du déjeuner, Brigitte Macron viendra, le chef de l'État lui présentera sa future Premier ministre, et tout se mettra en place pour qu'elle soit nommée 4 jours plus tard. Et patatras, 4 jours plus tard, ce sera Elisabeth Borne. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une vraie fronde de la Macronie. Le nom de Catherine Vautrin a très vite fuité. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une véritable contre-offensive pour s'opposer au choix du chef de l'État. Elle est venue, cette contre-offensive, de l'aile gauche de la majorité, qui n'accepte pas que pour la 3e fois, Matignon revienne à un élu issu des Républicains. Des gens comme Richard Ferrand, comme Christophe Castaner, etc., ne comprennent pas pourquoi Emmanuel Macron ne prend pas dans le vivier du premier quinquennat quelqu'un qui pour aller à Matignon, et quelqu'un plutôt issu de la gauche pour rééquilibrer quand même un président qui, en même temps de 2017, est passé à un président plutôt clairement identifié à droite. La fronde vient aussi d'un François Bayrou qui estime que Catherine Vautrin n'est pas apte au poste, qui voit derrière elle l'ombre de Jean-Louis Borloo qui l'aborde. Et puis il y a aussi Alexis Collère qui juge que Catherine Vautrin n'est pas forcément quelqu'un qui représente la technostructure comme il aime, alors que, par exemple, Elisabeth Borne, elle est issue de Polytechnique. Ça, c'est pour le bilan politique, en tout cas au jour d'aujourd'hui, de cette réforme des retraites. Léla de Comarmont, vous êtes journaliste social pour Les Échos, vous suivez donc les syndicats. Les syndicats ont remporté une forme de victoire aujourd'hui. Laurent Berger a expliqué hier dans Le Parisien qu'il n'attendait rien de l'allocution du président. Vraiment, les syndicats n'attendent rien de ce qu'Emmanuel Macron pourrait dire ? Je pense effectivement qu'ils n'attendent pas grand-chose. Alors, vous parlez de forme de victoire. C'est un petit peu plus compliqué, évidemment. D'abord, du côté des syndicats, on considère que le conflit n'est pas terminé. Et d'ailleurs, on mise sur le 1er mai pour obtenir un ressaut de mobilisation, parce que vous avez vu que la mobilisation a été en chute libre sur les 2 dernières dates, donc les 15 derniers jours. Ensuite, on attend aussi le RIP, le référendum d'initiative partagée. Le coup est parti, mais mal parti, dans une première demande au Conseil constitutionnel, et la décision des sages arrivera le 3 mai. Alors, le coup, cette fois-ci, serait un peu mieux parti, mais ça n'est pas gagné. Donc, il y a un vrai enjeu pour les syndicats de perspective, en fait, dans un contexte où ils ne considèrent pas avoir perdu encore la guerre, pour une raison simple, c'est parce que ce conflit, on peut dire, est atypique depuis de très nombreuses années, puisque c'est un conflit qui est sans victoire évidente, au sens où il y a effectivement eu des aménagements, dont certains d'ailleurs ont été supprimés par le Conseil constitutionnel. Mais la philosophie de la loi, et surtout la mesure majeure, le passage de 62 à 64 ans, reste et va s'appliquer. Mais en même temps, il y a eu une forte mobilisation. C'est dommage qu'on ne connaisse pas les taux de grévistes dans le privé, parce que c'est sans doute là que se situe la surprise. Le public ne s'est pas mobilisé massivement. Le privé, en revanche, y compris quand vous discutez avec des représentants du patronat, ils constatent qu'effectivement, il y a eu des surprises dans certaines entreprises, et pas que des grosses. Et puis, vous avez ce fameux soutien de l'opinion qui ne se dément pas, alors que d'ordinaire, dans un conflit social, sur une mesure qui concerne tout le monde, l'opinion commence par soutenir, et puis ensuite elle considère que... Elle est fissurée, effectivement. Et que la bataille est perdue. Et ce soutien-là, alors, perdure, en tout cas perdurait jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel. On va attendre avec impatience les prochains sondages
pour mesurer s'il a pu y avoir une évolution. Pour le moment, en tout cas, dans Libération, aujourd'hui, le sondage indique qu'il n'y a pas eu d'évolution, si bien, Ludovic Vigogne, qu'on se demande finalement à quoi servait cette réforme des retraites, non pas sur le plan fonctionnel, mais sur le plan politique, puisqu'on voit finalement qu'il y a un quart des Français qui sont convaincus par cette réforme, ce qui pourrait correspondre au noyau dur des électeurs d'Emmanuel Macron, et il n'y a pas finalement d'élargissement du socle, donc en matière de soutien à cette réforme, même pas finalement aux Républicains. À quoi ça servait ? Bon, d'abord, ça a servi à Emmanuel Macron à montrer qu'il conservait une capacité réformatrice, des marges de manœuvre dans un quinquennat extrêmement compliqué. Ne pas avoir la majorité absolue et dans cette largeur-là, c'est un vrai problème. Et il a quand même montré qu'il arrivait à mener une réforme très difficile dans ce contexte très compliqué. C'est sûr que à l'issue de cette séquence, sa majorité paraît même s'être un peu rétractée, en tout cas sur le plan parlementaire. C'est quand même au sein de la majorité une réforme qui a eu un coût. On a vu sur l'aile gauche 4 députés décider de quitter le groupe Renaissance et désormais être désapparentés. On pensait que ce serait une réforme qui pourrait être soutenue par les Républicains parce qu'elle reprenait quand même ce que pendant des années ce parti a défendu. Et on a vu que c'était bien plus compliqué que cela, que même si un jour il y avait ces prochains mois une perspective d'accord de gouvernement, il n'y aurait pas tous les Républicains qui suivraient et sans doute que la majorité absolue, 289 députés, ne serait pas un chiffre accessible. Peut-être qu'on pourrait se rapprocher de cela. On est aujourd'hui à 250 pour Emmanuel Macron, mais les 289 semblent absolument un cap infranchissable. Léla de Comarmont, lorsque j'évoquais une victoire des syndicats, c'est notamment parce qu'il y avait beaucoup de commentaires qui attendaient finalement l'éclatement du front syndical. Or, l'intersyndicale a tenu et elle semble tenir encore aujourd'hui. Effectivement. Peut-être d'abord une précision sur l'évolution de l'opinion. Je pense qu'il y a eu une forme de choc, de sidération en fait sur la décision du Conseil constitutionnel et notamment sur le RIP et que ce sera intéressant de suivre pour savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Sur la victoire syndicale, ça c'est clair que beaucoup de commentateurs et dans le camp d'Emmanuel Macron, beaucoup pensaient que ce front syndical uni était fragile. Or, il ne l'était absolument pas et il le démontre encore aujourd'hui. C'est une unité qui tient aussi parce que chacun peut y apporter sa pierre. Je vous donne un exemple, on l'a vu dès le début. Pourquoi le 19 janvier, première mobilisation ? Parce que le 21, il y a celle de Jean-Luc Mélenchon et que du côté de la CGT, on tient beaucoup à être présent à ce moment-là. Ensuite, vous avez à chaque fois, y compris dans les textes, alors pas forcément des négociations internes difficiles, au sens où chacun est à l'écoute de l'autre. Et ça va être sans doute, si on se projette sur la suite, ça va être peut-être un des éléments majeurs, c'est que va devenir cette unité. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que... On va le dire peut-être dans une vingtaine de minutes, Léla de Comarmont, mais on se retrouve dans quelques instants pour évoquer effectivement l'évolution de cette mobilisation syndicale. Vous reviendrez, je rappelle que vous êtes journaliste aux Échos, spécialiste donc des questions sociales. Vous serez rejointe par Isabelle Sommier, qui est professeure de sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui est spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique. Et nous serons également avec Ludovic Vigogne, qui publie Les 100 jours Macron, les secrets d'un passage à vide aux éditions Bouquin. 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. On évoque les conséquences politiques et sociales de la réforme des retraites. S'agit-il d'une fin de crise pour le gouvernement ? On en parle en compagnie de Ludovic Vigogne, journaliste politique. Vous avez publié Les 100 jours Macron, les secrets d'un passage à vide aux éditions Bouquin. Nous sommes en compagnie de Léla de Comarmont, journaliste sociale pour Les Échos. Nous sommes également avec notre camarade Jean Lémarie, éditorialiste politique. Et nous accueillons Isabelle Sommier. Bonjour.
Bonjour. Isabelle Sommier, vous êtes professeure de sociologie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes spécialiste des mouvements sociaux et de la violence politique. On vous doit notamment Violence politique en France de 1986 à nos jours aux éditions des Presses de Sciences Po. Votre regard sur ce qui est en train de se dérouler en France, à la fois sur le plan politique mais aussi sur le plan social? Oh bah, d'une certaine manière, le billet a tout dit, hein, c'est-à-dire que la crise politique, elle est là, elle n'est pas prête d'être terminée. Si Emmanuel Macron était en fin de mandat, on pourrait effectivement se dire que eh bien, son départ va régler la crise, mais là, le problème, c'est que cette crise intervient avec simplement au bout d'un an de son mandat, donc il reste encore 4 ans et ça va être extrêmement long, hein, car d'une certaine manière, il n'y a pas de solution, hein. La dissolution, elle est peu probable car évidemment la Renaissance, enfin tous les partis d'une certaine manière, sauf le RN, ont tout à y perdre. Peut-être un peu moins la NUPES, mais ça reste à voir. Évidemment, la démission d'Emmanuel Macron est encore plus improbable. Donc, effectivement, c'est l'élargissement de la majorité, hein, comme ça vient d'être dit, mais cet élargissement à droite, d'une certaine manière, ne ferait que rendre à la fois plus béant un état de fait, c'est-à-dire que le macronisme, il n'est pas sur deux jambes, il est plutôt sur une jambe droite. Euh, D'autre part, la division de la droite, et puis ça serait de toute façon une solution orthogonale à ce qui est exprimé dans la rue depuis des semaines et des mois. Alors, la rue, un manifestant disait il y a quelques jours, on a l'impression de donner des coups de poing dans l'air. La réforme a été promulguée malgré les mobilisations successives. Que peut-il advenir justement de ce mouvement social, Isabelle Sommier? Alors, vous savez, c'est quand même très très difficile, hein, de prévoir l'avenir, hein, et c'est pas le rôle d'un sociologue, surtout en matière de mouvements sociaux, hein. Très souvent, on se dit mais pourquoi les gens ne se révoltent-ils pas? Et quand ils se révoltent, par exemple, évidemment, les gilets jaunes, on a tous été surpris. Il faut pas se le Hmm. cacher. Là, d'une certaine manière, le pouvoir a enfin, a une fenêtre d'opportunité dans l'espoir de calmer le jeu, mais enfin, il joue sur ce pari-là en vain depuis quelques semaines, ce sont les vacances, hein. Ah, Pourquoi? les Parce qu'en vacances fait, n'auront qu'un temps. oui, les vacances n'auront qu'un temps, mais ça calme quand même pendant quelques temps. Parce qu'en fait, la mobilisation, il y a deux mobilisations, hein, qui sont bien distinctes, hein. Il y a la mobilisation intersyndicale avant le passage au 49.3, hein, et puis l'autre mobilisation, hein, beaucoup plus, enfin, elle, spontanée, beaucoup plus jeune, hein, où on voit les étudiants qui descendent dans la rue à partir donc du 49.3. De ce point de vue-là, la radicalisation et la dynamique un peu émeutière, hein, que connaissaient les manifestations de la deuxième phase, si je puis dire, hein, était beaucoup nourrie par des rangs étudiants, jeunes, etc. Donc c'est vrai que là, on va avoir pendant 15 jours enfin le pouvoir va avoir un petit répit. L'enjeu, c'est effectivement le 1er mai et plus encore peut-être le 3 mai, c'est-à-dire la décision du Conseil constitutionnel s'agissant de la possibilité d'organiser un RIP, hein, qui nous placerait là dans un autre cas de figure, je pense, un peu équivalent à la campagne référendaire qui avait été celle contre le traité constitutionnel de 2005, d'où, si je puis dire, la défiance vis-à-vis du pouvoir politique démarre véritablement avec ce référendum de 2005. Léla de Comarmont, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle dirigeante à la tête de la CGT, Sophie Binet. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Alors, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une constante qui est la force de l'intersyndicale, son maintien. Sophie Binet est quelqu'un qui a toujours eu une démarche unitaire. Elle militait à l'UNEF lorsqu'il y a eu le CPE. La victoire du CPE est bien sûr une victoire de la jeunesse, mais pas seulement. C'est aussi une victoire syndicale. Donc, sur l'enjeu de l'unité, l'arrivée de Sophie Binet ne l'a pas émoussée, évidemment. Elle pourrait même d'ailleurs le renforcer parce que ça n'était pas quelque chose qui était pour Philippe Martinez une évidence. Il a d'ailleurs fait son élection, ou plutôt sa confirmation Mhm. par le congrès de la CGT, au contraire, sur une vision de la division syndicale
en faisant huer la CFDT. Sophie Binet, ce que ça change, c'est un changement de génération à la tête du deuxième syndicat français. Le premier syndicat français va aussi changer d'ailleurs de leader. On ne sait pas exactement quand, mais pas dans très longtemps. Il y a un vrai enjeu de mode d'action, je pense, dans ce mouvement. Avec, vous vous souvenez, au début des Gilets jaunes, on disait que c'était la mort des manifestations. Il y a un retour de ces manifestations, y compris spontanées d'ailleurs, avec comme autre spécificité que les violences de quelques éléments ne peuvent masquer, une forme de convivialité extrêmement forte et retrouvée par rapport à des manifestations qui étaient marquées par les violences policières. Et ça, je pense qu'il faudra qu'on en reparle parce que c'est un élément important, cette notion de corps social qui peut se redensifier éventuellement. Du côté de Sophie Binet, je vois des modes d'action qui peuvent être nouveaux. Elle a été à l'initiative avec 2 autres jeunes à l'époque du référendum, pas du référendum, pardonnez-moi, de la pétition contre la loi El Khomri qui avait été fulgurante. Et en dehors de ça, il y a un enjeu de cohésion qui perdure sur l'unité syndicale, avec une Bien sûr, question, avec mais là une aussi, volonté donc de la part des syndicats aujourd'hui de maintenir cette unité. On voit Ludovic Vigogne que les possibilités pour le chef de l'État de refroidir le conflit social, d'apaiser la situation sont finalement bien minces puisque les différentes hypothèses, dissolution, changement de première ministre, élargissement de la majorité, on voit mal finalement quelle pourrait être la martingale parmi ces différentes possibilités. Oui, c'est pour ça que, par exemple, ce soir, il ne faut pas s'attendre à la moindre annonce politique. Vous le disiez, Elisabeth Borne va rester à Matignon, même l'éventualité d'un remaniement dont on parlait ces derniers jours semble écartée. Quant à la perspective d'un élargissement politique, Elisabeth Borne, la semaine dernière, a fait savoir qu'elle ne répondrait pas à la demande que lui avait faite le chef de l'État lors de son intervention dans les JT 13h de TF1 et France 2. C'était la mission qu'il lui avait confiée. La semaine dernière, elle a fait comprendre à des journalistes, et les propos sont sortis, que la majorité ne serait pas élargie, contrairement à ce que le chef de l'État lui avait demandé. La question de l'accord avec les Républicains, on voit bien que c'est ce qui va traîner durant tout ce quinquennat. Ça a commencé dès le lendemain de la présidentielle, à partir du moment où Nicolas Sarkozy a plaidé lui-même pour cela, en essayant d'expliquer aux dirigeants de son parti que leur intérêt était de rejoindre Emmanuel Macron, puisque celui-ci ne se représenterait pas, et donc que c'était là que le pouvoir était à prendre, que c'était là que tout était à reconstruire, alors que l'espace vital des Républicains s'était considérablement amoindri. Ça a continué depuis, ça va continuer encore. Est-ce que ça peut aboutir un jour ? On ne sait pas. Il y a aujourd'hui 2 personnages à suivre, je pense. C'est Éric Ciotti, le président des Républicains. On ne sait plus vraiment ce qu'il pense. Et puis il y a Gérard Larcher, voilà, qui, quand son nom pour Matignon a émergé, quand la question lui est posée, on peut quand même reconnaître que les démentis sont assez mous. Mais c'est quand même étonnant, Ludovic Vigogne, parce qu'on a une politique qui est une politique plutôt marquée à droite pour le chef de l'État. Vous évoquez dans les 100 jours que l'un de ses conseillers est Nicolas Sarkozy, ce qui peut expliquer que cette politique soit une politique de droite. Et aujourd'hui, cette politique de droite aboutit à finalement une base politique qui est inférieure à celle de la droite traditionnelle, puisqu'on a environ un quart des Français qui sont favorables. Est-ce que ça veut dire que cette équation-là est une équation qui finalement n'aboutit pas à des résultats satisfaisants? Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, ce qu'on peut observer, c'est qu'Emmanuel Macron est un président qui a changé de socle électoral en cours de mandat, durant son premier mandat. Il a été élu majoritairement plutôt par des électeurs de François Hollande en 2012. Il a été réélu par des électeurs de François Fillon en 2017, plus les siens de 2017. C'est effectivement quelqu'un qui, dès le début de son quinquennat, de son premier quinquennat, a choisi de s'adresser à la droite, de dévitaliser l'électorat LR. Ça lui a réussi durant tout son quinquennat, puisque les élections
européennes de 2019 se sont plutôt bien passées pour lui, qu'il a été réélu assez largement, qu'il a fait un score supérieur au premier tour à celui qu'il avait obtenu en 2017, ce qui aussi été une forme de vraie performance. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui a fonctionné. Aujourd'hui, le problème, c'est que les républicains sont extrêmement faibles, donc il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre de ce côté-là. Et de l'autre côté, la gauche est désormais extrêmement fermée par rapport à tout ce qui pourrait naître avec Emmanuel Macron. Jean Lémarie. Non, je rebondis sur ce que disait Ludovic Vigogne et l'hypothèse de Gérard Larcher à Matignon. C'est vrai que les démentis de l'intéressé sont prudents, on va dire ça comme ça aujourd'hui. Cette solution aurait peut-être plusieurs avantages. Avantage d'abord, évidemment, faire entrer dans le jeu encore davantage toute une partie de la droite. Également montrer un intérêt plus marqué pour les élus locaux, ce que le Sénat incarne également. Et puis tenter une passerelle aussi avec les syndicats, puisque Gérard Larcher, grand défenseur du dialogue social. Il y a eu la loi Larcher dont on a parlé souvent, qui faisait la promotion du dialogue social. Gérard Larcher est apprécié des dirigeants syndicaux, donc il pourrait représenter, incarner cette passerelle-là. Mais il a été prudent, effectivement, quand on lui a posé la question il y a quelques jours, parce qu'en réalité, la question qui est derrière, c'est de savoir, et on y revient toujours, jusqu'à quel point Emmanuel Macron souhaite-t-il rompre avec les derniers mois. Souhaite-t-il effectivement tourner la page, à la fois dans la méthode, dans la manière de faire, et puis dans le programme qu'il donne et qu'il se donne pour les prochains mois et pour les prochaines années. Isabelle Sommier, dans les mobilisations collectives, on voit que l'on a affaire à la fois à un mouvement qui s'est maintenu au fil des semaines, qui n'a pas vu naître de désaccords majeurs, ce qui signifie qu'il y a un front peut-être plus important que le front politique qui, lui, est beaucoup plus fissuré, semble-t-il, y compris à gauche. Ah oui, ça sans aucun doute, c'est quand même la très grande surprise de ce mouvement. Rappelez-vous, voici quelques années, les Gilets jaunes et un ensemble de mobilisations où les syndicats sont en retrait et sont contestés. Là, la vigueur, ça a été dit à juste titre à plusieurs reprises ici, la vigueur de l'intersyndicale est tout à fait marquée. Et ce que je dirais également, c'est que on voit véritablement une France très massive contre cette loi, puisque la fonction publique a été un petit peu en retrait dans les grèves. En revanche, beaucoup de salariés du privé. On a vu des villes moyennes, des petites villes moyennes très très engagées, ce qui rappelle d'une certaine manière la mobilisation des Gilets jaunes. Donc d'une certaine manière, cette mobilisation, elle fait un peu le pont entre ce qui s'est passé depuis 2018 et puis donc les rangs syndicaux un peu classiques, si je puis dire, qui renvoient à ce gap croissant entre la classe politique et plus encore incarnée par Emmanuel Macron et des classes moyennes inférieures qui sont profondément fragilisées et qui ont un sentiment de mépris à leur égard depuis plusieurs années. Mais ce qui veut dire que on a là aussi un retour du syndicalisme, puisque vous évoquiez les Gilets jaunes, Isabelle Sommier, c'était perçu comme étant justement une défaite du syndicalisme. Or, ça n'était pas il y a si longtemps que cela. Aujourd'hui, on aurait donc un changement de représentation de ces mêmes syndicats ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça se remarque, ça se concrétise très clairement dans la remontée du taux de syndicalisation du côté aussi bien de la CGT que de la CFDT. Et je dirais cette force syndicale, elle est d'autant plus marquée que du côté politique, d'une certaine manière, l'opposition de gauche n'a pas tellement brillé par sa stratégie d'opposition à la réforme, d'où d'ailleurs les couacs entre la CGT et Jean-Luc Mélenchon. Donc d'une certaine manière, le front syndical intersyndical uni contre toute attente, parce que jusqu'à présent, sur les réformes des retraites, il n'y avait pas d'unité, semble être la véritable opposition de gauche.
une opposition de gauche avec une alternative possible. Ludovic Vigogne, votre journal L'Opinion en parle ce matin. Et au bout du compte, pour certains commentateurs, il y aurait donc une prime au Rassemblement national actuellement. Ce serait le parti qui profiterait principalement de cela. Or, beaucoup pensent que l'élection de Marine Le Pen n'est pas automatique, loin s'en faut. Dans votre journal L'Opinion, il y a un article qui montre à quel point elle pourrait faillir une nouvelle fois, alors même que dans les sondages d'opinion, elle est aujourd'hui portée par une forme de dynamique à la faveur de cette crise des retraites. L'article porte d'ailleurs plutôt sur ceux qui, à la droite de la droite, pensent que son accession au pouvoir est impossible, à l'instar par exemple de Patrick Buisson, qui explique notamment par le poids des retraités dans le corps électoral aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, Marine Le Pen paraît la grande gagnante de cette séquence. On le voit dans tous les sondages, qu'ils soient d'intention de vote ou de popularité. Jamais elle n'a été aussi populaire. Elle est globalement la deuxième personnalité préférée des Français derrière Édouard Philippe, et vraiment le maire du Havre la devance d'un petit cheveu. On voit bien qu'elle a profité de cette séquence en jouant en contre par rapport à l'injustice reprochée à cette réforme par une grande partie des Français. Ça, c'est pour jouer en compte par rapport à Emmanuel Macron, et elle a joué en compte par rapport à la NUPES, et notamment à la France Insoumise, qui a, par son comportement, plutôt crispé, visiblement, a eu une attitude qui a globalement déplu aux Français. Elle a joué au contraire, l'ordre, la République même, et le côté raisonnable. C'était ça qui a été très marquant dans cette séquence. Ce qui représente quand même une véritable évolution si on compare Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen, le fait qu'elle soit aujourd'hui la seconde politique préférée des Français, c'est une évolution. Qu'est-ce qui pourrait, dès lors, selon les partisans de son camp ou d'autres, l'empêcher de progresser dans l'opinion? D'abord, il reste 4 années, c'est extrêmement long, il va se passer énormément de choses. On voit bien qu'aujourd'hui, le paysage politique est en pleine recomposition, donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Et puis Marine Le Pen elle-même doit encore convaincre de sa capacité à gouverner, de sa crédibilité. Avec qui gouvernerait-elle? C'est encore une vraie question. Que ferait-elle aujourd'hui? Elle est encore jugée incompétente par les Français sur nombre de sujets. Donc elle a encore il y a beaucoup de questions encore auxquelles elle doit répondre. Et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'elle va perdre son meilleur ennemi. Les 2 dernières élections présidentielles, c'était face à Emmanuel Macron. C'était le paysage politique s'était structuré autour de leur duel. D'un côté, on va dire les progressistes, de l'autre les nationaux. Bon, il n'est pas dit que le paysage politique ne se restructure pas autour d'un autre clivage qui serait plus déstabilisant, plus compliqué pour Marine Le Pen. Il va falloir aussi, d'une certaine manière, qu'elle se réinvente. Jean Lémarie. Je pense qu'il faut effectivement pas perdre cela de vue. On le disait à l'instant à propos des syndicats, que beaucoup disaient morts il y a quelques mois, qui aujourd'hui ont été très en avant du combat contre la réforme des retraites. Regardons aussi avec la même humilité ce qui se passe dans le paysage politique. Tout va extrêmement vite, et le constat que nous faisons aujourd'hui d'une immense fragmentation, il faut le garder à l'esprit si on veut projeter ce qui pourrait se passer à gauche d'ailleurs ou à droite dans les prochaines années. Évidemment, on est dans une phase extrêmement mouvante, et encore une fois, les choses peuvent bouger très très vite. Donc ceux qui font le tableau final, la photo finale de l'élection présidentielle de 2027, ça n'a aucun sens, disons-le aussi simplement que ça. Isabelle Sommier, en matière donc de mobilisation collective et de politique, il est difficile de prévoir l'avenir. Malgré tout, le fait que la question sociale soit aujourd'hui portée en partie par le RN, ça marque malgré tout une profonde évolution. Oui et non. Alors oui, bien entendu, l'arrivée des députés RN, le succès, pour le moment en tout cas, que pourrait engranger Marine Le Pen à l'issue de cette crise, c'est absolument certain.
mais on parlait des gilets jaunes, on parlait de cette classe moyenne inférieure. Hein, c'est des gens qui sont invisibilisés, hein, et qui se sont retirés de la vie politique par le recours à l'abstention et Mhm. ensuite le vote pour Marine Le Pen depuis plusieurs années. Hein. Si vous regardez l'électorat du deuxième tour de l'année dernière entre Macron et Le Pen, hein, c'était véritablement une opposition terme à terme, hein, avec les catégories professionnelles populaires inférieures se portant sur Marine Le Pen, tandis que les professions et intellectuelles supérieures sur Macron. Et pareil au niveau du diplôme et de la pénibilité au travail. Hein, pénibilité au travail qui est centrale dans cette affaire des retraites. Hein, eh bien, ceux qui exercent un métier qu'ils ne considèrent pas du tout pénible ont voté pour Macron, alors que plus les gens ont le sentiment d'avoir un métier pénible, plus ils ont voté pour Marine Le Pen. Donc, la nouveauté, elle est toute relative. Je me permettrai de souligner une chose, hein, c'est que avant les prochaines élections présidentielles, si nous y arrivons, bien entendu, dans le temps imparti, si je puis dire, hein, il va y avoir deux, voire trois enjeux. Peut-être donc le RIP, hein, avec Mhm. une campagne référendaire, comme je le disais, hein, mais également à la rentrée les sénatoriales. Hein. Alors Mhm. qu'est-ce que va faire la NUPES, hein? Est-ce que la NUPES va tenir ou pas, hein? Et puis l'année prochaine, ce sont les européennes. Donc effectivement, comme ça a été dit, hein, on a quand même une série d'échéances là, hein, dans l'année, hein, qu'il faut garder en vue et qui peuvent reconfigurer les choses. Merci Isabelle Sommier. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Violence politique en France de 1986 à nos jours. Merci Léla de Comarmont. On vous retrouve dans les colonnes des Échos. Merci Ludovic Vigogne. Votre livre Les 100 jours Macron, les secrets d'un passage à vide aux éditions Bouquin. Et puis on vous retrouve évidemment aussi dans les colonnes du journal L'Opinion. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité, le 8h45 d'Anne-Laure Chouin.